Bonsoir et bienvenue à vous Emmanuel de Chypre. Bonsoir. Tout d'abord, nous allons retourner sur l'esplanade des Invalides avec vous Julia Delage. Bonsoir Julia. Vous avez suivi, vous, cette manifestation tout au long de cette journée. Apparemment, l'esplanade commence peut-être, non pas à se vider, ce n'est pas le mot, mais il y a des premiers départs, effectivement. Hein. Oui, tout à fait. Un certain membre de l'organisation nous a expliqué que la manifestation allait peu à peu se disperser, tout simplement parce que beaucoup de gens sont venus de province et qu'ils ont évidemment des trains à prendre. Mais vous pouvez sûrement le voir encore derrière moi, la place des Invalides est encore noire de monde. Beaucoup de gens se sont encore mobilisés. Aujourd'hui, deux choses à retenir. Hein. D'abord, c'est l'enthousiasme de tous les gens que nous avons rencontrés. Pour eux, il ne s'agit pas du tout d'un baroud d'honneur ni d'une dernière manifestation. Ils continueront à se mobiliser d'une façon ou d'une autre, et si ce n'est pas dans la rue, eh bien ce sera dans les urnes. Beaucoup nous ont expliqué qu'ils voteraient désormais pour des gens qui se sont clairement engagés contre le mariage pour tous. Voilà la première information. Et puis la deuxième, tout de même, c'est le relatif calme de toute cette manifestation. Pas d'échauffourée, pas de problème majeur, alors que beaucoup ici craignaient qu'il y ait des débordements. Évidemment, la présence policière extrêmement forte ici aujourd'hui y est certainement pour quelque chose. Merci à vous Julia Delage en direct de l'esplanade des Invalides. Alors juste deux mots sur cette intervention de Julia. La première chose, elle parlait à l'instant de, vous savez, de vote l'année prochaine de toutes les personnes qui auraient fait le bon choix. C'est ce que disait Jean-François Copé. Hein. Oui, mais encore une fois, ce qu'ils attendent, c'est des élus qui soient clairs sur leurs engagements et qui défendent des valeurs. Ce qu'ils n'attendent pas, c'est qu'on leur dise, bon bah maintenant voilà votre carte de l'UMP, tout le monde en rang, le doigt sur la couture. Ça n'a rien à voir. Je crois que ce qui est l'attente spontanée de cette génération, c'est de dire maintenant en face, est-ce qu'il y a des politiques qui sont à la hauteur de ce que nous on a défendu et de ce que nous on a porté? C'est tout. Et sur le calme relatif qui règne ce soir, il n'y a pas d'échauffourée, tant mieux, il faut s'en réjouir, il n'y a pas pour l'instant de difficultés, mais il y a encore beaucoup de monde sur les Invalides. Formidable leçon. J'espère que ça tiendra jusqu'au bout, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'il y avait des centaines de milliers de manifestants, que pour leur très grande majorité, c'était des gens qui étaient là calmement, sereinement, mais avec beaucoup de détermination. Et s'il y a des dérives, elles ne sont le fait que d'une ultra-minorité. Tant mieux, je trouve que c'est une très belle leçon qui est donnée. Voilà, moi je suis assez fier de la façon dont ça se passe. Je trouve que c'est une belle image qui est donnée. J'espère encore une fois que ça tiendra jusqu'au bout. Ah oui, Emmanuel. Je voulais faire l'analogie avec la manifestation pour l'école libre en juin 84. On était sur un thème sociétal aussi, mais on était aussi à la même époque sur une période économique difficile. La gauche avait pris le tournant de la rigueur, un peu comme aujourd'hui, et ça avait quand même eu un impact sur le nombre. Il y avait des gens qui étaient là aussi en 1984 pour exprimer une angoisse sociétale. Quelle est la part aujourd'hui, à votre avis, au-delà des gens qui sont venus manifester pour le mariage libre, des gens qui sont venus exprimer une angoisse, vous parlez tout à l'heure des classes moyennes, cette angoisse sociale? Vous savez, de ce point de vue, je crois qu'il ne faut pas confondre les choses. Les gens qui étaient là sur cette esplanade, ils étaient là pour défendre la famille. Mais dans la famille, et là vous avez parfaitement raison, il y a évidemment aussi toutes les angoisses sur ce qui est en train de se nouer. Si vous voulez élever vos enfants correctement, il faut pouvoir leur payer des études à l'université. Il faut pouvoir financer le collège, le lycée, l'école. Ça coûte cher. Moi, par exemple, hier, je discutais avec quelqu'un de Haute-Loire qui m'expliquait qu'il a sa fille qui est en faculté sur Lyon et qui a du mal. Parce qu'avoir une fille qui étudie loin de chez soi, loin de la Haute-Loire, c'est 1300, 1400 euros entre l'internat, les cours, faire en sorte que ça passe. Pour une famille de classe moyenne, quand on n'a aucune aide, c'est difficile. Donc, incontestablement, ces thèmes-là sont sur la table. Et ce qui me frappe, c'est qu'on a un gouvernement qui a assommé économiquement les classes moyennes. Les plus riches à ce stade n'ont pas payé plus d'impôts. Les seuls qui ont payé plus d'impôts, contrairement à toutes les promesses faites par François Hollande, ce sont les classes moyennes. Mais quand même, si on regarde les dernières semaines, les discours de Hollande sur la priorité absolue à la compétitivité, la câlinothérapie envers les entrepreneurs, c'est Pierre Moscovici ce matin qui réhabilite le rôle de la finance. On renonce à taxer, par exemple, de façon démesurée les patrons dans les entreprises privées. Je veux dire, il y a quand même toute une partie de la dernière
conférence de presse de François Hollande qu'aurait pu être prononcée par Nicolas Sarkozy. Alors, quand le président de la République il fait des trucs qui vont dans votre sens, pourquoi vous dites pas que c'est bien? Vous disiez tout à l'heure, ah oui, mais il faut arrêter de faire de la politique à l'ancienne. Est-ce que c'est pas le niveau zéro de la politique de dire que de toute façon, ce que fait le président de la République, c'est nul? Alors, je vais vous surprendre. J'ai pas l'intention de vous dire que tout ce qui est fait est nul. Par exemple, l'accord qui a été conclu, qui donne un tout petit peu plus de souplesse et de sécurité sur le marché de l'emploi, je pense que c'est bien. Le fait, après avoir quand même, faut pas l'oublier, après avoir assommé les entreprises de charges supplémentaires, d'essayer de les alléger un peu dans la concurrence internationale, je pense que c'est plutôt bien. Mais pour moi, il y a quand même un point rouge qui est majeur, et celui-là, je ne peux pas le cautionner. C'est quasiment 20 milliards d'euros qui ont été rajoutés en impôts supplémentaires sur les classes moyennes. Je ne peux pas faire semblant d'oublier que Jean-Marc Ayrault avait expliqué que 9 Français sur 10 ne paieraient pas plus d'impôts. Dans vos auditeurs de BFM, je ne suis pas sûr qu'il y ait 9 Français sur 10 qui, quand ils regardent à la fin du mois, se disent « Ah bah oui, tiens, parfait, j'ai pas payé plus d'impôts ». Je pense plutôt que les classes moyennes ont été saignées vraiment avec un effort fiscal qui était de la folie. Et ça, c'est une différence majeure. Quand même, Eh bien oui, mais il y a deux façons de réduire les déficits. Ah bah en France, il y en a une qu'on oublie complètement. Bah oui. Je suis d'accord, c'est la dépense. Sauf que moi, par exemple, dans ma ville du Puy, il y a deux façons de réduire les déficits, celle d'augmenter les impôts et de réduire la dépense. Ben, j'ai choisi de réduire la dépense. Ça me permet cette année de baisser les impôts dans ma ville. Pourquoi est-ce que ce qui est possible à l'échelle d'une ville ne serait jamais possible à l'échelle du gouvernement? Et là, c'est une différence majeure. C'est pour ça que je ne crois pas du tout à ce discours que j'entends parfois, disant « Mais François Hollande, finalement, fait un peu de social-démocratie ». Non, parce qu'il ne fait pas d'économie et parce qu'il va chercher uniquement dans la poche des Français et des classes moyennes. Alors venons-en à l'emploi. Vous avez été secrétaire d'État à l'emploi et on va rentrer aujourd'hui. Enfin, on est dans des zones inconnues aujourd'hui en matière de chômage absolu, de chômage de longue durée. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelles seraient les mesures d'urgence que vous prendriez s'il y avait des mesures d'urgence possibles à prendre? Pour moi, il y a une mesure d'urgence à prendre tout de suite. Le crédit impôt compétitivité est trop compliqué. Il faut le transformer tout de suite en deux outils. Un allègement de charges immédiat sur les entreprises et notamment au niveau du SMIC, parce que c'est là que sont principalement les demandeurs d'emploi. Mais tout de suite, changer immédiatement. Vous faites combien? Ce paquet de milliards d'euros, pour moi, ça doit s'évaluer entre 7 à 10 milliards d'euros immédiats de baisse de charges. La deuxième chose, c'est qu'il faut que pour le reste, ce soit des baisses de charges sur les salaires, sur les charges qui sont payées par les salariés, pour redonner un peu d'oxygène à la consommation. Les deux en même temps. Là, l'outil qui Mais là, a été vous n'aidez fait... pas les entreprises, pour le coup. Si vous allégez pas le coût du travail. Sur la moitié, vous allégez. La moitié pour les entreprises, la moitié pour les salariés. Vous redonnez de la compétitivité avec de l'emploi tout de suite, et notamment dans les secteurs de services, où on sait qu'il y a des gros gisements d'emplois qui ne sont pas activés, et l'autre moitié pour redonner un peu d'oxygène à la consommation. Je rappelle que pour la première fois depuis 30 ans, le pouvoir d'achat des Français a baissé. Pour la première fois depuis 30 ans. On ne peut quand même pas considérer que c'est un indicateur de réussite du gouvernement actuel sur sa politique économique. La cacophonie, on en a parlé sur le plan politique, à l'UMP. Aujourd'hui, quelles sont les vraies lignes de fracture sur le plan économique entre vous? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est la politique, les finances publiques? Je pense qu'on a une vraie ligne de fracture qui est sur notre approche du libre-échange. Moi, je considère que, bien évidemment, il faut pratiquer le libre-échange, mais à condition que tout le monde pratique le même jeu. Et que sinon, il faut être capable de mettre du protectionnisme. La Chine ne pratique pas le libre-échange. La Chine, par exemple, ferme ses marchés publics. La Chine exige aux entreprises qui veulent vendre chez elles d'installer de la recherche ou de transférer leur secret de fabrication. Et donc, moi, je considère que l'Europe est trop naïve et qu'elle doit être capable de faire le bras de fer en assumant parfois ce mot de protectionnisme européen. C'est une vraie ligne de fracture chez nous. Dernier mot, Laurent Wauquiez, c'est une manif ce soir anti-mariage ou anti-Hollande? Non, je pense que c'est très clairement, c'est pas une manif anti, c'est une manif pour la famille. Voilà, ni plus, ni moins, c'est déjà beaucoup. Donc tout ce qui relève, alors qu'on a beaucoup tenté d'en faire un peu de la plus, vie quand même, économique et sociale, pour vous, est exclu de ce mouvement ce soir. Non, mais monsieur Aquili, et je l'ai dit, on l'a dit au début, quand vous élevez vos enfants, c'est pas exclu de l'éducation. Mais là, on est loin du mariage, concrètement. Oui, mais le cœur, il ne faut pas se raconter d'histoire. Le cœur, c'est d'abord une défense de valeurs autour de la famille. Après, évidemment, s'ajoutent d'autres thèmes, qui sont notamment ces thèmes de est-ce que les familles ont encore les moyens d'élever leurs enfants? Oui, c'est quand même un sujet en France aujourd'hui.